Non, il n'y a pas de souci. Et là, donc, on laisse la parole à... Bon, bah, bonjour à tous et merci au front de cette invitation et merci à vous tous d'être là nombreux. Je vais commencer. Alors, donc la question c'est est-ce que vous entendez bien au fond? Ça va? Je parle assez fort? Ouais. La question c'est donc d'expliquer, de présenter ce qu'est l'antiracisme politique. Alors, je vais peut-être commencer par dire qu'on pourrait déjà commencer par s'attarder sur les militants de l'antiracisme politique, parce que le sort qui leur est fait aujourd'hui en France est significatif de ce que signifie l'antiracisme politique. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque maintenant, à chaque fois que je suis invitée quelque part, eh bien, je remercie doublement les gens qui m'invitent, un pour m'inviter, et deux pour avoir résisté aux pressions qui sont faites lorsque je suis invitée. Et là, par exemple, pour prendre un exemple d'aujourd'hui, nous sommes accueillis avec une affiche, voilà, qui sont les véritables racistes, et en gros, avec mon visage, voilà. Donc voilà, les vrais antiracistes, c'est les antiracistes politiques. Voilà. Et ça, c'est vraisemblablement des militants d'extrême gauche, puisque c'est signé ni Dieu ni maître, toujours. Bref. Alors, j'ai été invitée cet été à l'université de Toulouse et des pressions ont été faites par des organisations sionistes. J'ai été invitée à Montpellier, je ne sais plus quand, au mois d'avril, et on a eu une manifestation d'extrême droite. Et là, comme vous pouvez le constater, là c'est plutôt des pressions de gauche. Donc en fait, si, c'est la gauche. Si, c'est la gauche. Si, c'est pas parce que Jean-Claude Meyer a été cité que ça n'est pas la gauche. Si, c'est bien la gauche qui peut, une partie de l'extrême gauche, parce qu'en fait c'est le cas aussi à Paris, une partie de l'extrême gauche, et pas que l'extrême gauche, parce qu'on a des alliés à l'extrême gauche, mais une partie de l'extrême gauche se mobilise contre nous et nous présente comme étant des racistes. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, les antiracistes politiques ont en face d'eux à la fois l'État, mais également des formations de gauche, de droite et d'extrême droite. Et c'est quand même significatif. Je suppose que vous avez tous vu comment est traité actuellement Marouane Mohamed, le porte-parole du CCIF. Vous avez sûrement tous dû voir comment sont traités les militants qui ont organisé le camp d'été décolonial. Et ainsi de suite, la BAN à la télé, le Parti des indigènes, les indivisibles lorsqu'ils faisaient les Yabons à Ouar. Donc en fait, on est cette mouvance effectivement nouvelle qu'on appelle les antiracistes politiques. On est attaqué par l'ensemble du champ politique et je pense que c'est important de s'attarder là-dessus puisque je pense que nous représentons une rupture dans ce qu'on appelle l'antiracisme. Et il y a aujourd'hui des antiracismes, il y a l'ancien antiracisme moral, sur lequel je vais revenir, et l'antiracisme politique. Alors, la question c'est de savoir qu'est-ce qui les distingue. Alors, ce qui distingue, alors pourquoi? Alors, cette rupture, me semble-t-il, elle est historique et je crois qu'elle s'est faite progressivement, mais c'est vrai qu'il y a une date historique qui est la date de 2005. Je ne sais pas pourquoi cette date est un tournant, mais je sais qu'en 2005, il y a eu l'apparition de la BAN, il y a eu l'apparition des indigènes de la République, en 2004, il y a eu l'apparition du CCIF, et la même année, il y a eu l'apparition de la Voix des Roms. Alors, on est là devant 4 organisations qui constituent aujourd'hui la nouvelle génération des antiracistes et qui a pour particularité d'être animées par les principaux concernés. Ceux qui subissent le racisme, que ce soit les Roms, dans la Voix des Roms, que ce soit les Noirs dans la brigade anti-négrophobie, que ce soit les musulmans dans le CCIF ou les indigènes au sens statutaire du terme, tous ceux qui viennent des anciennes colonies au sein des indigènes de la République. On est tous à Paris en 2005 et je pense que c'est important de retenir cette date, bien que je répète, le divorce entre l'antiracisme politique et l'antiracisme moral et l'antiracisme politique s'est fait progressivement et moi je pense qu'on peut le faire remonter
à la première marche de l'égalité contre le racisme de 83, qui a vu apparaître la première génération après les premières grandes vagues d'immigrés, donc la deuxième génération issue d'immigration postcoloniale, qui a commencé à revendiquer ses droits. Eh bien, cette marche, qui était fondamentalement une marche politique, vous en connaissez, je suppose, un peu l'histoire. Elle est née après des crimes policiers, et elle a vu arriver à Paris à peu près 100 000 personnes qui, pour la plupart, étaient issues de l'histoire coloniale. Bien, c'était la première apparition politique de cette génération qui allait poser à la fois des questions politiques en termes d'égalité sociale, mais également des questions politiques en termes identitaires. Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que l'identité de la France? Est-ce que la France est une France gauloise, comme on le dit aujourd'hui, ou est-ce que c'est la France de sa multiplicité? Eh bien, moi, il me semble que les questions politiques posées par la marche de l'égalité en 83 ont participé à très lentement à l'élaboration de nouvelles générations qui allaient aujourd'hui former l'antiracisme politique tel que nous le représentons aujourd'hui. Alors, pour moi, l'antiracisme politique, si on devait le définir, c'est un antiracisme qui comprend que le racisme est un système, qui comprend que le racisme est une production de l'État, comme l'a très bien dit Franco, mais qui comprend également, parce que quand on dit que le racisme est une production de l'État, j'ai le sentiment que souvent on a tendance à innocenter le peuple. Or moi je pense qu'il n'y a pas, qu'il ne peut pas y avoir de racisme, comme il ne peut pas y avoir de racisme d'État s'il n'y a pas une complicité du peuple. Une partie du peuple qui bénéficie du privilège blanc. Et en ce sens, je pense qu'on ne peut pas ne pas comprendre l'existence et la perpétuation du racisme si on ne comprend pas qu'une partie du peuple a tout intérêt à ce que ce racisme existe, alors consciemment ou inconsciemment. Il ne s'agit pas, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de cibler des personnes ou des individus qui bénéficient d'un privilège statutaire, social, économique, politique, mais que, au travers des actions syndicales, au travers des actions politiques, au travers des mobilisations, eh bien, ce qui est certain, c'est que l'intérêt que les grandes organisations politiques de gauche et les grands syndicats se mobilisent prioritairement autour de la défense des intérêts des classes moyennes et des prolétaires blancs. Et c'est en cela que l'antiracisme politique existe, parce que les revendications d'une partie du peuple issues de l'histoire coloniale ne sont pas prises en compte par ce que nous appelons le champ politique blanc. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, et elle s'exprime notamment à travers les mobilisations qui ont eu lieu l'année dernière. Il y a eu les attentats, et automatiquement la réaction de l'État. Et la réaction de l'État, elle a été d'abord la suivante. L'État policier s'est abattu contre les quartiers populaires, et en particulier contre les musulmans. Il y a eu l'état d'urgence, et il y a eu entre 2000 et 3000 perquisitions. Nous faisons partie de ceux qui ont tenté de créer un large front pour expliquer qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas réprimer les musulmans de cette manière, et que les musulmans n'étaient en aucune manière, ne pouvaient en aucune manière être les cibles de la répression de l'État après les attentats de Daesh, dont évidemment, qu'il faut évidemment neutraliser, mais pas avec la brutalité, et surtout pas en faisant des musulmans des coupables idéales. On a essayé de faire des mobilisations, on s'est retrouvé à peu près avec une partie de la gauche radicale, on s'est retrouvé entre 3000 et 5000 dans les rues de Paris, ce qui était parfaitement ridicule. Et dans la séquence qui a suivi, il y a eu la loi El Khomri. Et là, tout d'un coup, l'ensemble du mouvement politique, l'ensemble des syndicats sont sortis dans la rue. Alors quand il s'agit de défendre les intérêts des classes moyennes et du prolétariat, évidemment,
la réaction a été très rapide et il n'y a pas eu besoin de faire des grands cours pour expliquer à quel point la loi El Khomri était dangereuse. Tout le monde comprenait parfaitement bien qu'il fallait se mobiliser dans la rue. Alors nous, ce qui nous a intéressé dans cette séquence, c'est qu'on a pu réprimer les musulmans et les quartiers sans qu'il y ait très peu de protestations et de solidarité de la part du champ politique blanc. En revanche, dans la séquence qui a suivi, il y a eu des énormes mobilisations de rue, et c'est très bien, parce que nous on pense évidemment qu'il faut se mobiliser contre la loi El Khomri, et il y a eu toute la séquence Nuit debout, dont nous avons dit que c'était essentiellement un mouvement blanc. Ce qui s'est avéré, effectivement, lorsqu'on a pu voir les mobilisations dans la rue. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas un peuple, mais qu'il y a des peuples. Et que le peuple, il est subdivisé, évidemment, bon ça c'est pas spécialement une nouveauté, mais que les uns et les autres ne nous mobilisons pas en fonction des mêmes intérêts. Et c'est ce qui fait qu'il y a un champ politique blanc et un champ politique indigène. Nous, on fait de la politique et on pense que ça n'est pas parce que ça existe, que cette réalité existe, que les alliances ne sont pas possibles. Nous pensons même qu'elles sont nécessaires. Simplement, le rôle de l'antiracisme politique, c'est de définir son propre agenda. C'est de dire, soit on fait ce qu'on a fait pendant 30 ans, c'est-à-dire on est la 5e roue du carrosse, et on vient vous soutenir, vous les Blancs qui êtes menacés de déclassement, notamment par la loi El Khomri, et on vient soutenir vos luttes, donc on est la 5e roue du carrosse, ou bien on dit que nous avons notre propre agenda, on réfléchit en termes de rapport de force, on constitue notre camp, et on dit, vous devez venir nous soutenir. Et ensemble, on sera peut-être plus fort contre les assauts du libéralisme. Mais, à la différence des années 80, on ne veut plus être les tirailleurs d'un combat qui n'est pas directement le nôtre. C'est-à-dire que nous avons un agenda qui est celui de l'antiracisme politique, qui est celui de l'islamophobie, qui est celui de la négrophobie et qui est celui de la romophobie, qui est celui des crimes policiers, qui est celui des contrôles aux faciès, qui est celui de l'anti-impérialisme, qui est celui de la Palestine, qui est celui de l'antisionisme. Ça, c'est notre agenda. Ça, c'est notre agenda. Où est-ce qu'on se rencontre? C'est ça la question, et c'est ça la question stratégique. Où est-ce qu'on se rencontre? Comment on fait force ensemble? Et moi, il me semble qu'il s'est passé quelque chose cette année et que le mouvement social a été réprimé par les flics. Alors on a vu beaucoup de manifestants de gauche contre la loi El Khomri prendre conscience de l'existence d'un État policier. Alors ce que savent les antiracistes politiques, ce que savent les gens des quartiers, c'est que l'État policier est un État tout à fait normal dans les quartiers. C'est la normalité. C'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que c'est nouveau, en gros, chez les Blancs. C'est pas trop tôt, très bien. C'est bien de s'en apercevoir, et c'est bien qu'il y ait eu cette expérience, parce que ça nous permet, nous, de dire, en tout cas de définir, des espaces de lutte en commun. Ça permet de dire, eh bien écoutez, nous, ça fait 30 ou 40 ans que les mecs de chez nous, les mecs, se font contrôler, se font tabasser, voire tuer. Vous commencez à être réprimés, et à notre avis, ça ne sera pas la dernière fois, puisqu'effectivement, on ne voit pas comment, dans un monde qui n'a d'alternative que l'ultralibéralisme, il pourrait en être autrement. Eh bien, il nous semble que sur le terrain, au moins de la répression policière, en tout cas de l'État policier, eh bien, on a peut-être des intérêts en commun à défendre. Dans cette perspective, nous, on maintient notre agenda et on permet la question des alliances. Donc la proposition, en fait, l'intérêt, à mon avis,